Bonjour à tous, bonjour aux nouveaux, bonjour aux experts, bonjour aux passionnés, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce 35e conseil de la semaine. Aujourd'hui, c'était la première partie du match de championnat du monde 2021 entre Magnus Carlsen et Jan Nepomniachtchi. Je vous mets une photo d'Eric Rosen de la conférence de presse qui a eu lieu 2 jours plus tôt pour vous mettre dans l'ambiance. Alors, le résultat de cette première partie n'est pas encore tombé au moment où j'enregistre cette vidéo conseil de la semaine. Par contre, je peux vous dire que moi, je suis passé en mode championnat du monde et je me suis fixé une petite mission de faire en vidéo le résumé de chaque partie en seulement une dizaine de minutes. Donc à retrouver chaque soir, parfois tard, selon la durée de la partie et selon mon emploi du temps, sur cette chaîne ainsi que sur le site Europe Échec. Alors, retour au conseil de la semaine. Mon objectif avec ces vidéos conseils de la semaine, c'est de vous donner des concepts, des idées que vous pourrez utiliser à bon escient dans vos parties et d'améliorer votre compréhension des échecs. Dans cette vidéo, on va parler des positions avec des rocs opposés, c'est-à-dire un joueur qui fait petit roc et l'autre joueur qui fait grand roc, mais en l'absence de dame sur l'échiquier. Et donc, c'est notre thématique de cette vidéo des rocs opposés, certes, dont on entend souvent parler si on se documente sur les techniques de jeu, mais sans les dames, c'est un sujet beaucoup moins traité. Donc, et alors, comme souvent, eh bien, cette idée, ce thème, eh bien, j'en ai eu l'idée avec des erreurs commises par un certain nombre de mes élèves dans ce type de position. Voilà, on commencera par rappeler brièvement la façon dont il faut jouer les rocs opposés avec des dames, puis je montrerai une position d'une partie d'amateur avec des rocs opposés, mais sans les dames. Je vais un peu la décliner, notamment en rajoutant les dames pour voir un peu la différence. Et puis on terminera comme d'habitude avec le à retenir ainsi qu'un exercice. Comme chaque fois, je vous rappelle que cette préparation de vidéo m'a pris plusieurs heures et que je les publie totalement bénévolement. N'hésitez pas à utiliser le chapitrage dans la barre de lecture. On y va, bon visionnage à vous. Donc on a un échiquier avec le premier exemple. Alors voilà, comment jouer des rocs opposés avec des dames. Bon, on va pas en parler très longtemps parce que c'est un sujet qui est beaucoup traité un peu partout. Je crois qu'il y a d'ailleurs eu une vidéo qui est récemment sortie, je pense sur la chaîne apprendre les échecs en 24 heures, quelque chose comme ça, sur cette thématique. Alors on y va, on va faire une sicilienne. Donc comme on va pas trop chercher les complications, on va faire une Sicilienne Najdorf qui est la première ligne des bibliothèques d'ouverture. Donc Sicilienne Najdorf, la préférée de Bobby Fischer, Garry Kasparov, Maxime Achilgrave et beaucoup d'autres. Fou en E3, c'est le coup principal, il y en a plein d'autres. Pion E5 pour chasser le cavalier du centre, le cavalier s'en va, le fou vient contrôler la case clé en D5. Pion F3 pour les blancs, ça évite notamment que le coup cavalier G4 vienne embêter le fou sur E3. Pion F3, fou en E7, ça développe, dame en T2, ça prépare le grand roc, petit roc des noirs et grand roc des blancs. Et donc nous avons les rocs opposés. Un petit roc pour les noirs, un grand roc pour les blancs. Et la stratégie de jeu dans ces positions de roc opposés avec des dames, ce qui est le plus fréquent, eh bien c'est très très clair. C'est attaquer le plus vite possible et le plus fort possible le roi de l'adversaire, donc le roc de l'adversaire. Donc le plan des blancs, c'est envoyer G4, H4, H5, G5, peut-être G6. C'est après peut-être passer la tour sur G et attaquer à fond. L'autre pion peut essayer de s'y mettre lui aussi. Tout le monde doit s'y mettre. Les pions, les pièces, il faut aller très fort. Et puis les noirs, ils vont essayer de faire pareil de l'autre côté, B5, B4, A5, A4, peut-être B3 à la fin. C'est bien sûr de passer le cavalier à l'attaque lui aussi, la tour à un moment quelque part à l'attaque, la dame. Et finalement, ça sera le premier qui gagne la course. Ça se transforme en course, hein, voilà. Donc un petit aperçu de la ligne principale de la théorie qui est souvent jouée dans cette position, c'est cavalier B en D7, il faut quand même développer le deuxième cavalier, G4 c'est parti, B5 c'est parti de l'autre côté, G5 attaque le cavalier, on pourrait croire qu'il va bouger, mais même pas, les noirs ne se laissent pas perturber et continuent leur attaque.
les blancs sauvent leur cavalier, les noirs sauvent leur cavalier, les blancs continuent à avancer, les noirs continuent à avancer, les blancs continuent à avancer, et encore une fois, alors que le fou est attaqué, les noirs, plutôt que de s'en occuper, continuent à avancer. Et regardez, les 2 pions noirs qui sont avancés là, les 2 pions blancs qui sont avancés là, c'est-à-dire que les blancs sont déjà prêts à envoyer un G6 pour essayer d'ouvrir sur le roi, et les noirs un B3 pour ouvrir sur le roi blanc. Voilà vraiment l'esprit de roc opposé avec des dames. Je pense que vous avez déjà eu... voilà, des informations à ce sujet, du matériel, des conseils. Et donc, c'est pas ce qu'on va traiter dans cette vidéo. Tout de suite, on va changer de position. Et on va basculer dans celle-ci, on va se mettre du côté des noirs. Donc, c'est une position que j'ai très légèrement modifiée. Je vous dirai tout à l'heure comment. On verra la vraie partie. Une partie d'amateur, une partie d'un élève. Il avait les noirs. Et j'étais assez surpris de la façon dont il a traité cette position. Et donc, j'aimerais bien savoir comment vous avez envie de la traiter. D'ailleurs, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Alors, bien sûr, vous allez avoir la réponse après avoir enlevé la pause. Mais, même si votre réponse était fausse, surtout si votre réponse était fausse, ça m'intéresse de savoir comment vous auriez traité cette position. Voilà, donc je vous invite à mettre la pause. J'ai 2 questions pour vous. C'est quel serait votre plan avec les noirs dans cette position et quel serait votre coup. Voilà, n'hésitez pas à mettre la pause pour peser le pour et le contre et faire un choix. Alors j'espère que vous avez pris un peu de temps ou beaucoup de temps pour décider comment jouer cette position. Maintenant, on va regarder comment ça devrait se jouer et comment ça s'est joué dans l'idée, dans la partie d'amateur. Alors, tous les joueurs qui ont appris, on peut dire, ou à qui on a conseillé que dans les rocs opposés, il fallait attaquer le plus vite et le plus fort possible, ce qui est exact quand il y a des dames, vont avoir tendance à faire la même chose ici, ce qui est une erreur. Et voilà pourquoi je fais cette vidéo. Donc, mon élève, qu'est-ce qu'il a joué? Il a envoyé H5. D'ailleurs, vous savez quoi? Le dernier coup des blancs, c'était assez étonnant, c'était A4. Qui n'a pas trop d'idées, enfin la seule idée qu'on verra, ce serait d'essayer de faire x3. C'était peut-être l'idée. Mais en tout cas, les noirs qui font H5. Là, j'ai pas compris le coup. Hein. J'étais en train de faire le cours avec mon élève et on regardait cette partie. Je dis mais qu'est-ce que tu fais? Et elle m'a dit bah je lance une attaque. C'est le roc opposé. Ah ok. Voilà, donc en fait, l'attaque qui va pas aller très loin. Alors très surpris également par la réponse des blancs. H3. Pardon? Excusez-moi. Il a eu peur de KG4? Mais c'est pas très grave. D'ailleurs, on peut aussi citer le coup KVG4, qui va pas bien loin. Les blancs qui peuvent jouer, voilà, une colonne ouverte centrale, eh bien ça se prend. On attaque le fou au passage, donc bonne nouvelle. Et puis si le fou repart, peut-être qu'on peut déjà infiltrer la tour sur D7. Intéressant. Oui, à noter qu'ici, pour avoir le réflexe de faire H3 avec les blancs, ce serait pas une bonne idée, car ce cavalier qui faisait rien va trouver une case. Et une bonne case, parce que si jamais les blancs échangent, pas bonne idée, puisque le fou vient attaquer le pion isolé en C3. Alors d'ailleurs, on va après, je vais expliquer comment on peut trouver quoi jouer dans cette position et comment jouer. Mais juste pour montrer, dans la partie, dans l'idée, il y a eu ça, il y a eu donc H3, et là il y a eu tour H8, pour envoyer l'attaque, quoi. Et les blancs, ils ont joué du KFG5, alors on peut dire c'est un peu... Enfin, c'est discutable, mais la case est bien aussi, et on est avec le pion, donc plutôt bien. On va... Voilà, on pourrait montrer d'ailleurs une autre façon de jouer de la part des noirs qui correspondrait à un roc opposé avec des dames. Ce serait d'envoyer le pion comme un sacrifice en disant vas-y, tu peux le prendre. Alors, il peut faire un coin intermédiaire, c'est aussi le problème de G5 ici, c'est que ça attaque ici, donc le fou doit se replier pour défendre. Maintenant, il pourrait encaisser ce pion, et en cas de tour G8, qui d'habitude peut être une bonne idée s'il y a des dames, puisqu'on ouvre une colonne, il peut essayer de venir avec la dame attaquer, là, ça ferait rien du tout, en fait. Les blancs, ils encaisseraient ce pion, et le cavalier, c'est prêt à ressortir par là, par exemple. Certainement. Et les blancs, ils ont gagné un pion,
même 2 maintenant, 2 pions, et les noirs, ils ont une colonne, mais il n'y a rien à faire, quoi. Il faudrait une dame, voilà, on amène une dame là, quelque part, ici, enfin, pour menacer des maths, et c'est fabriquer une attaque. Imaginez une dame là. Ah, c'est génial, on peut faire des coups comme ça, on peut aussi envisager des coups comme ça, on peut envisager des coups comme ça, on peut envisager plein de coups, quoi. On peut envisager des sacrifices de tour, peut-être. Voilà, mais sans dame, oh bah là, on est triste, quoi. Il se passe rien. Les blancs sont gagnants, quoi. Voilà. Ok, donc G5 hors sujet également. Voilà. Donc comment donc la première grosse info que vous retrouverez dans le à retenir. S'il n'y a pas de dame, l'attaque elle va pas être. Alors soit elle va être petite, voilà, modeste, ou bien elle va être inexistante. Souvent elle va être modeste, voilà. Il arrive qu'elle soit intéressante. Mais c'est rare. C'est vraiment rare. Il faut être vraiment en gros surnombre de pièces qui arrivent tout en même temps. Par exemple, on imagine que c'est 1, 2, 3, 4 pièces noires arrivent toutes les 4 en même temps, rapidement, sur le roi, et qu'il n'y a que le cavalier en défense et la tour un tout petit peu. Alors là, ok, il peut peut-être se passer un peu quelque chose, mais il va falloir quand même réussir à casser cette protection, c'est pas facile. Imaginons qu'il joue un coup comme ça, c'est déjà dur à casser, il va falloir envoyer peut-être le pion, ok, en tout cas c'est difficile. Mais, ce que je veux dire, c'est que si on a vraiment les 4 pièces qui sont à fond, plus peut-être 1 ou 2 pions, bref, une armée entière, quasiment, même sans les dames, s'il y a une armée entière qui arrive contre un roi qui a pas trop de protection ou pas trop de défenseurs, éventuellement, il peut se passer des choses. Mais vous avez vu à quel point c'est hypothétique par rapport à tout ce que j'ai dit. Bon voilà, donc là, on va plutôt se concentrer sur les principes généraux importants du jeu d'échecs. Donc, 2 pions isolés, pour être plutôt intéressant de les cibler. Une colonne ouverte. Une colonne semi-ouverte. Peut-être des cases intéressantes pour le cavalier. Ce genre de choses. Et peut-être que ce fou voudrait viser le pion en C3, comme on l'a vendu tout à l'heure, essayer de venir là un jour. Alors c'est peut-être se replier sinon à un moment par en dessous pour venir viser le pion en C3 si on considère que ça peut être intéressant. Voilà. Donc un bon coup, ça peut être cavalier 4. Tout simplement. On vient plein centre. Donc le centre, important aux échecs. Et on attaque le pion. Donc ça c'est un coup candidat très intéressant. Sinon, si vous avez choisi tour HD8, franchement très bien. Vous sortez votre dernière pièce sur la colonne semi-ouverte. Ça peut pas être mal. C'est même très bien. Sinon, un autre coup qui est très bien ici, c'est tour en C4. Enfin, qui est intéressant en tout cas. Parce qu'on met la pression sur les 2 pions isolés en même temps. Et l'adversaire, c'est pas agréable pour lui. En plus, on bloque le pion, du coup, on bloque carrément la diagonale du fou. Il faudrait qu'il fasse un coup peut-être comme cavalier 2 s'il veut nous pousser. Quelqu'un rentrerait chez nous et le cavalier sera pas très bien placé. Même si au moins il pourra peut-être faire C4, mais ça reste très fragile sa construction, par exemple fou B4. Et après si le cavalier et le pion est dans le dur. Donc il peut pas trop le faire tout de suite, on a l'impression. Oui, il faudrait qu'il parte sur KG5 probablement. Quelqu'un va défendre, on va préparer de repousser le cavalier et les noirs qui ont l'avantage ici. Ce genre de coup, voilà. Je crois qu'on a bien fait le tour. On va juste regarder cavalier 4, pion C4. Juste montrer pion C4. À noter que dans un roc opposé, on n'hésiterait pas avec des dames. Pardon. Vous voyez mon lapsus en fait, il est parce que quand on dit roc opposé, en fait quand on dit dans les rocs opposés faites ça, en fait on sous-entend et c'est là le piège en fait. Et c'est vrai qu'en tant que joueur expérimenté ou même des fois en tant qu'entraîneur, on fait plus attention et du coup pour quelqu'un qui n'est pas aussi familiarisé, expérimenté, etc., il va se dire roc opposé, roc opposé, cette position est une position de roc opposé. Et en fait on sous-entend que roc opposé c'est avec des dames. Et donc, c'est pour ça que moi quand je commence ma phrase je dis dans des rocs opposés, mais en fait il faut que je précise, dans des rocs opposés avec des dames, on laisserait volontiers ce pion, lui dirait vas-y prends ce pion s'il te plaît, je t'en prie, et ouvre-moi la colonne, et encore une fois, la colonne sans dame, il se passe à peu près rien, la colonne avec dame, il peut se passer des trucs, vraiment genre même des sacrifices de tour, quoi, voilà. Imaginez qu'il y a une dame, là, on met la tour là, bon déjà il y a cette idée qui traîne évidemment, mais même, admettons, on sacrifie, tac, après le roi prend, après échec, après le roi repart dans le coin, après échec, après le roi revient là, et après mat. Pas mal, non ? Ouais, j'espère que vous avez suivi à peu près. Voilà, en tout cas, vous avez
au moins compris que ça se finissait par un mat, et là ça vous fait peur, j'espère. Donc, par contre là on va pas donner le pion, on va garder. Voilà, et on va empêcher en même temps coup de cavalier sur E5, coup de fou sur E5. Voilà, on peut même faire ça si on veut empêcher cavalier D4. Ok, si on fait cavalier D4, on va pouvoir défendre assez facilement ou avancer. Peut-être juste tour E8 pour commencer. On peut aussi peut-être faire ça un moment. Bon, le cavalier est très bien, donc on a plutôt envie de le laisser là. Et puis il faut qu'il défende son pion maintenant, notre ami. Peut-être tour FC1. Et la colonne centrale. Ok, il fait ça, on fait E5. Et s'il vient ici, il va pouvoir se défendre facilement, comme ça, et le repousser. Il défend le pion avec le fou, et on repousse. Et il va partir, je sais pas où. Et voilà, on a du sur D2, on a du cavalier D2 pour attaquer ce pion. Ça craint pour lui. Si je jette dans la gueule du loup, il attaque le pion, certes, on va le protéger. Et lui, attention, parce qu'il va falloir qu'il ressorte, je sais pas par où il va aller, hein, ces trucs comme ça, ça va être chaud pour lui. Donc essayer de l'envoyer le pion, en espérant que ça sorte son cavalier, mais il n'est pas favori. Bon, voilà pour cette première position. J'espère que c'était assez clair. On va poursuivre. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis juste une dame de chaque côté pour montrer un petit peu la différence. Bon, j'ai déjà expliqué la différence, mais juste pour montrer un peu comment cette position va se traiter avec des dames. Bien montrer en fait. C'est la même, exactement la même. Alors, cavalier 4, on fait le même coup, pour voir. Bah là, les blancs, ils vont partir. Donc là, ils se font attaquer. Mais ils s'en fichent, en fait. Alors, c'est un peu tactique, mais juste, c'est la direction que prend le jeu. Et là, les blancs, ils se disent, allez, on se dirige vers le roi. Il peut pas prendre, parce qu'il y a prise. Et parce qu'il y a une dame, eh bien, il y a des idées qui apparaissent. Voilà, notamment. Bon, là, on peut dire que c'est circonstanciel, mais c'est l'idée qui compte. Donc, on va plutôt avoir tendance à faire roi A8. Et donc, vous voyez, la direction, c'est que les deux joueurs se concentrent bien sur le roi. Voilà, et le fait qu'il y ait une colonne ouverte, bah, c'est pas négligeable. Admettons un C4. Donc là, encore une fois, on pourrait lui dire, bah, vas-y, n'hésite pas à prendre. Fait tour G8 derrière, ça fait une colonne, c'est plutôt intéressant. Sinon, on peut aussi faire tour G8 comme ça. Il fait tour D1, et là, on peut aller pour G5. Et là, l'idée de mon élève, qui était à un moment de faire tour G8, G5, qui avait pas trop de... Enfin, il y avait le pion H3, donc oui, il y avait un levier. Oui, mais bon, c'est pas fou quand même comme attaque. Mais là, voilà, c'est les rocs avec des dames. Rocs opposés avec des dames. Et là, ça ressemble à quelque chose d'envoyer ça, puis éventuellement envoyer le pion, ou même de ne pas envoyer le pion. Si on pense que c'est trop long d'envoyer le pion H, on peut peut-être balancer le pion G tout seul. Parce qu'on a le cavalier, le fou, la tour en soutien. On peut éventuellement sacrifier. Ça, c'est son visage, en tout cas. Bon, plus vraisemblablement, on va pousser. Lui, il va partir et on va faire un coup comme dame H4. On va attaquer là, et avec le fou. Des fois, on peut presque sacrifier, peut-être passer la tour comme ça. Et là, on voit quoi? On voit qu'on a de l'attaque, vraiment. C'est pas un fantôme d'attaque, voilà. Alors, pour la conclusion, je vous montre juste la vraie partie de mon élève. Elle était comme ça. Le roi, il était là, en fait. Et il a décidé de faire roi E7, qui est un très bon coup, car le roi a une grande utilité ici. Il protège le pion, on a vu tout à l'heure, le cavalier l'avait capturé. Il protège le cavalier, ce qui fait qu'à un moment, si on a besoin pour une raison ou pour une autre d'envoyer ce pion, eh bien, quand il fait ça, il ne pourra pas le capturer gratuitement. Il protège le fou, ce qui fait que quand une tour vient là, il n'y a pas besoin de le protéger. Et il protège la case d'infiltration. Pardon. Au cas où. Donc il fait plein de trucs, donc il est hyper bien placé. Donc ça, c'est un autre thème, on pourrait dire, voilà. Ne roquez pas forcément, surtout quand il n'y a pas de dame, en fait. Et c'est là que j'espère que aussi ça vous fait une petite passerelle avec les positions déroquées, roi déroqué, mais sans dame. C'est un peu pareil que roc opposé. Roi déroqué au centre avec des dames, bah, ça peut être un peu chaud. Sans dame, ça peut être vraiment très tranquille pour le roi, quoi. Là, c'est très tranquille, là, il se passe rien. Enfin, il peut quasiment rien se passer de grave. C'est là que les blancs ont fait le coup A4, qui était un peu étrange, et qu'il a répondu le coup H5, un peu étrange. Et le H3 un peu étrange. Il a fait tour H8, qui est un plan discutable, parce que voilà. Comment se traite cette position? Se traite de manière classique, donc le centre, la colonne centrale, contrôle de la colonne centrale, on a sorti toutes les pièces, le roi est bien placé, tout va bien, il y a deux pions zélés en face, c'est cool, c'est l'avantage. Il y a eu tour là, qui est un pas dans la mauvaise direction, cavalier pour bloquer, tour C5 attaque le cavalier. Regardez ce qui se passe quand on part dans la mauvaise direction, enfin en tout cas ce qui peut se passer. F4 protège le cavalier, cavalier D5 attaque les deux pions en même temps, mais cavalier E4 attaque la tour et pression sur le fou. Et devant cette petite question, le cavalier qui attaque, les noirs se sont trompés. Au lieu de jouer la tour, mais ils craignaient, voilà. Ils craignaient un truc comme ça, ils voyaient qu'ils ne pouvaient pas prendre avec la tour à cause du clouage. Ils se sont dit peut-être on va pas prendre avec le roi. Du coup, ils se sont lancés là-dedans. Et les blancs se sont trompés à leur tour en prenant D6, mais
ils ont raté le coup x3 qui aurait fait très mal. Ici. Parce que regardez, c'est une cata ici avec les pièces qui sont pressurisées par le cavalier et le fou. Donc ça rendait la position très incertaine d'un point de vue de l'évaluation objective et même pratique. Dans la partie, je vous montre juste la fin très vite parce que ça va retomber sur une autre vidéo que j'ai déjà faite, une finale. Cavalier prend, roi prend. Fou à 3 clouage, mais cavalier prend là-bas. Fou prend échec, on prend pas les pièces clouées, mais il n'était pas au courant. C'est un conseil de la semaine, un des premiers. On reprend. Et après avec la tour. Et cette position, je l'ai déjà montré dans une vidéo de finale, il y a à peu près un mois. Et c'est finale activité en finale en particulier. Et donc, je vous invite à aller la voir sur les finales de tour. Voilà. Nous avons terminé. C'est plutôt chouette. Il reste que l'exercice. Du coup, on passe au à retenir. Hop, je l'ai dévoilé. Ma foi. Bon, je vais replier quand même. Hop. Ah, c'est pas le bon. C'est pour ça qu'il est dévoilé. Vous n'avez pas été spoilé. Okay. Parfait. J'avais oublié de le mettre à jour. Parfait, les rocs opposés, on y va. Donc, avec dame. Donc déjà, le plus important à retenir de cette vidéo, c'est que des rocs opposés, ça se joue de manière très différente selon qu'il y a la présence ou non de dame. Et donc, dans mon à retenir, j'ai mis avec dame, sans dame. Et j'ai mis un petit truc en troisième point. On y va. Donc, avec dame, j'ai mis 4 flèches. Avec dame, c'est le plus fréquent, et c'est le plus thématique, et c'est le plus passionnant aussi, on peut dire. Parce que c'est là que ça va attaquer à fond des deux côtés. Donc ça donne souvent des parties d'attaque très intéressantes à suivre et à jouer. Donc, attaquer le roc adverse le plus vite et le plus fort possible, souvent avec une marée de pion. Essayez d'ouvrir des colonnes sur le roc de votre adversaire. Sans dame. Alors déjà, calmez-vous là. Premièrement, traitez la position de manière normale, de manière classique. Cherchez donc des déséquilibres, des faiblesses, des cibles, des plans où vous allez pouvoir jouer, où vous auriez intérêt à jouer et sur quoi vous pourrez y jouer. Voilà, et j'ai mis en dernier. Est-ce que ça existe des attaques sans dame? Oui, ça existe, mais c'est beaucoup moins puissant qu'avec une dame, la meilleure pièce d'attaque du jeu d'échecs. Il faut un net surnombre et de réussir aussi à ouvrir un minimum de lignes. Et en conséquence de tout ça, ça reste assez rare. C'est pas que ça n'existe pas, c'est que c'est rare. Voilà. Et bien, j'espère que ça va retenir était plutôt limpide. Je l'espère. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis, il reste le petit exercice. Comme à l'habitude, j'aime bien vous donner un petit exercice. Les réponses sont dans la Study Chess qui est en lien dans la description. Une semaine après l'avoir posté, ça vous oblige à chercher. On repart sur l'exercice. Voilà. Extrait d'une partie du Grand Suisse. Grand Suisse qui s'est joué il y a quelques semaines de cela. 3-4 semaines. C'est une partie Collars contre Soulaimani, comme vous le voyez dans l'entête. C'est des rocs opposés. Il y a égalité de matériel. Et je vous invite à trouver un plan de jeu pour les blancs. Voilà. Je mettrai la partie complète avec les 3 commentaires donc dans le lien des solutions des exercices. Eh bien, voilà pour ce thème, cette vidéo. Je repasse plein écran. Donc cet épisode sur les rocs opposés sans dame est terminé. J'espère qu'il était assez clair, que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous invite plus spécialement à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. Alors, j'ai eu un retour d'un élève qui ne savait pas en fait qu'on pouvait partager facilement et même envoyer par mail en fait le lien de la vidéo. Donc juste en dessous de la vidéo, vous avez, c'est assez facile, vous avez, c'est plutôt par là-bas, ouais. Par là-bas, vous avez, c'est écrit partager. Vous cliquez dessus, vous pouvez soit copier le lien pour après le coller dans votre email, ou bien partager directement sur vos réseaux sociaux. Ça prend quelques secondes, hein. Voilà. Par contre, ça rend bien service à la chaîne. Donc, si vous appréciez la chaîne, eh bien, voilà, faites ce petit effort de quelques secondes en fait, et ça rend un grand service à la chaîne. Ceux qui partagent pas,
je vous vois, hein. Il est temps de vous rattraper. Et si vous voulez soutenir la chaîne plus concrètement, vous avez aussi un petit lien Tipeee dans la description. J'en profite pour remercier les tipeurs. Un dernier mot pour dire que hasard du calendrier, j'ai trouvé ce matin dans ma boîte aux lettres le volume 4 sur Alexandre Alekhine de la série Les Champions du Monde par l'école, comme vous voyez sur l'écran. Non, vous ne voyez pas, c'est en bas. L'école de Nancy du jeu d'échecs. Voilà, 4e volume sur les champions du monde. Hasard du calendrier, parce qu'aujourd'hui c'est la première partie du match Carlsen et Beaumarchais, donc ça tombe très bien. Et ça me fait encore plus passer en mode championnat du monde. Je rappelle que vous pourrez retrouver sur cette chaîne mes résumés des parties de ce championnat du monde 2021, quelques heures après chaque partie, parfois tard le soir, mais au minimum vous l'aurez le lendemain matin, même si vous vous réveillez très tôt, à l'aube. Et puis sur le site Europe Échecs. Merci de votre écoute, je vous dis à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!